l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Dominique Hutin est principalement connu pour son activité foisonnante autour du vin. Journaliste, chroniqueur, entre autres sur France Inter dans l'émission On va déguster, il est également auteur, organisateur de salons et anime des conférences sur le vin. Mais aujourd'hui, c'est l'infatigable défenseur du cidre que l'on reçoit pour apporter un éclairage expert sur un des apprentissages importants de la dernière édition du baromètre So Wine Dynata 2023. Le cidre gagne en popularité dans le cœur des Français. Un épisode focus sur le cidre avec Dominique Hutin et Arnaud Daffy. Bonjour Dominique, nous sommes ravis de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast parce qu'effectivement, un des chiffres qui nous a interpellés à l'occasion de la dernière édition du baromètre, c'est la croissance importante de la préférence des Français pour le cidre. Alors on a déjà eu l'occasion de parler de ces chiffres dans un épisode précédent, mais je vais quand même les rappeler. Puisque tous les ans, on demande aux Français quelle est leur boisson et quelles sont leurs boissons alcoolisées préférées. Et cette année, on a constaté une progression importante, puisque 22% des Français ont placé le cidre dans leur boisson alcoolisée préférée, et c'est 7 points de croissance par rapport à l'année précédente. Et ça fait du cidre la 5e boisson préférée. Alors c'est derrière la bière, le vin, les cocktails et le champagne, mais c'est quand même devant les spiritueux consommés purs, et surtout devant tous les autres effervescents qui ne sont pas du champagne. Et c'est avec un écart assez marqué. Et c'est tout particulièrement vrai chez les jeunes consommateurs, chez qui le cidre plafonne même à 26%, chez les 26-35 ans. Ça talonne presque le champagne. Alors effectivement, on s'est dit que ça pouvait vraiment être intéressant de faire un zoom sur cette boisson, et c'est assez naturellement vers toi qu'on s'est tourné, Dominique, pour pouvoir aborder le sujet du cidre, sujet dont tu es expert. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu expliques cette dynamique, comment est-ce que tu expliques cet engouement autour du cidre ? Je pense que c'est multifactoriel en fait. Il y a toujours eu un capital sympathie pour le cidre, mais les gens n'y pensaient pas. Voilà, c'était un peu comme le copain de lycée qu'on revoit une fois par an, avec une forme de rituel obligé, une espèce de marronnier, mais pas avec un plaisir formidable. Voilà, c'était une espèce de souvenir un peu flasque, c'était ça. Or aujourd'hui, c'est l'exacte antithèse qui s'installe, c'est-à-dire que le cidre entre en résonance avec une tendance mondiale qui veut qu'on cherche des boissons fraîches, sous-entendu peu d'alcool, et des boissons carbonatées, sous-entendu à bulles. Et là, dans les deux cas, le cidre a quelque chose à faire valoir. Dans le même sens, la société a revu son rapport à l'alcool, il me semble. L'alcool avant était un facteur d'intégration, maintenant c'est plutôt régi par la peur du gendarme. Et là aussi, le cidre, avec des taux d'alcool modérés, a quelque chose à faire valoir. Dans le même sens, on nous dit que la société est peut-être en crise financière. Les produits cidricoles sont accessibles. On a aussi une société qui est traversée par des considérations environnementales. Et là, on a un produit d'extraction naturelle. On a vu aussi avec les questions autour du réchauffement que la question de l'arbre, là aussi, le cidre a quelque chose à faire valoir. Et puis, si on sort de ces considérations-là, on peut aussi ajouter autre chose. C'est le tissu humain, avec toute une somme de reconversions. Et là, on a le droit de penser à la dynamique de la bière artisanale il y a quelque temps. Donc, on a des gens, des nouveaux producteurs qui se trouvent pour être beaucoup des nouvelles productrices, accessoirement, qui s'intéressent à cette question du cidre. Et pour donner un corps à cette appétence nouvelle, il faut savoir qu'on peut même apprendre à faire du cidre. Et ça, c'est vraiment une particularité française. C'est la seule école au monde qui s'appelle le lycée du Rebillard, qui se trouve dans le Calvados, donc en Normandie. Donc on se forme, ce qui veut dire par ricochet qu'on a quitté les rives de l'empirisme pour faire des progrès techniques. On a sécurisé techniquement, on a des produits qui se tiennent dans le temps. Et puis, une fois qu'on a dit tout ça, on peut rappeler un peu ce que disait le père des agronomes, Olivier de Serres, qui a édicté quelque chose en 1600. Donc là, c'est un peu loin dans le temps. Il a dit que ça ne sert à rien d'avoir un grand terroir si vous n'êtes pas en mesure de vendre vos produits. Eh bien, aujourd'hui, il y a une espèce d'appel d'air avec une distribution qui s'est structurée. On peut acheter sur Internet, on a des cavistes spécialisés, on a des distributeurs spécialisés.
Tout ça est lié pour beaucoup à l'appétence nouvelle liée au vin naturel. Voilà. Et donc, vous voyez, quand on fait la somme de tout ça, on dessine quelque chose d'assez nouveau. Alors forcément, ça a ouvert des appétits. Donc on voit des acteurs qui sortent du buisson, là, qui sortent du fossé, on ne sait comment, mais c'est un marqueur en tout cas de cet intérêt. Et puis, ça entre en résonance avec un dernier truc. Côté consommateur, on a une créativité nouvelle. La créativité, objectivement, c'est bien le dernier truc qu'on prêtait au cidre. Et là, on a des étiquettes qui sont un peu délurées, qui s'autorisent même le second degré. Le décalage, ça c'est un marqueur de maturité d'un marché. Et puis vous avez aussi le champ lexical des contre-étiquettes qui sont devenues aussi bavardes que celles du vin, où les producteurs ne nourrissent plus de complexes. Ils vont dire la géologie, ils vont dire leur terroir, ils vont dire leurs convictions, et ils vont dire un peu tout ce qu'ils font, jusqu'au millésime, etc. Voilà. Donc vous voyez le renouvellement de l'imaginaire du cidre, on peut le piocher dans tout ce qu'on vient de lister là de manière un petit peu rapide. Et d'ailleurs, cette créativité, tu évoquais un peu la créativité sur le côté marketing, étiquette et ainsi de suite, mais il y a également une créativité assez importante, voire même débridée en termes de type de production. Il y a énormément de choses que l'on voit apparaître en termes de typologie de produits. C'est bien résumé. La terminaison nerveuse de cette dynamique-là, elle s'exprime comme ça avant. Bon, il faut le dire, je taquinais au début de l'entretien en disant, en évoquant le copain de province, un peu pâteau, un peu, voilà, on le connaît bien. Là, ce cidre, qui est quand même un produit d'extraction traditionnelle, rurale, familiale, d'autoconsommation, ce cidre est devenu une valeur d'étonnement avec ce que tu évoquais, c'est-à-dire cette créativité technique. Et les deux mots qu'on pourrait animer pour bien faire comprendre tout ça, c'est le décloisonnement et l'hybridation. Le décloisonnement, c'est simple, c'est que les amateurs de bière, par exemple, avant aimaient la bière, c'est simple. Les amateurs de vin buvaient du vin. Les amateurs de cidre, bon, est-ce qu'on pouvait les dénombrer? Ça, je ne sais pas. Et aujourd'hui, les amateurs de bière s'intéressent énormément à ce que produit le cidre, tout comme les amateurs de vin, et même les vignerons eux-mêmes se mettent à produire du cidre. Ça, c'est le décloisonnement des communautés de consommateurs et aussi des communautés de producteurs. Parce qu'on a une hybridation, ça veut dire qu'on va avoir des cidres qui sont houblonnés, donc ils vont aller emprunter quelque chose à l'univers du vin. On a le phénomène des finished, où on peut avoir des cidres qui sont finis dans des fûts de vin. Donc là encore, on va sur un autre territoire. On a ces vignerons donc, qui font du cidre, et on a aussi des brasseurs qui achètent des lots de cidre pour faire des assemblages. Et le meilleur marqueur, il est devant nous, ça s'appelle Vière, cette contraction entre vin et bière, et c'est porté par Gallia qui appartient à Heineken. Donc on sait que ces gens-là ne viennent pas faire le déplacement juste pour l'amour de la poésie, ils ont des bilans comptables. Donc si ces gens-là s'engagent dans cette voie de l'hybridation des boissons, c'est qu'il y a un sens. Et puis, une fois qu'on a dit ça, techniquement, il y a aussi autre chose. J'évoquais brièvement la pulsion du millésime. C'est quand même quelque chose qui était en friche chez les producteurs. On a régulièrement des foires au vin, et même un buveur d'eau, lorsqu'il arrive dans une foire au vin, il demande à voir le petit carton là, qui nous dit les bonnes années, les mauvaises années, etc. Tout ça, on ne savait pas le dire, on ne l'avait jamais animé dans l'univers du cidre. Donc moi, l'an passé, j'ai créé une carte des millésimes. Parce que c'est un métier météo-dépendant, c'est un métier agricole, pas plus d'une récolte par an. Et en ça ressemble au vin. Donc c'est strictement la même chose. Et à ce titre-là, on a des cidres qui peuvent se garder 10, 20, 30 ans. Alors pas tous les cidres. Tous les vins n'ont pas vocation à vieillir, tous les cidres n'ont pas vocation à vieillir. Mais dans le Cotentin, on a des pommes phénoliques, c'est-à-dire tanniques. Ça donne des cidres de long vieillissement. Donc j'ai créé un dispositif qui s'appelle vieillissement prolongé. Vous allez sur le site du cidre Cotentin, il y a une page, tous les producteurs sont là en transparence de prix, vous pouvez panacher et vous allez faire un bon de commande unique, un règlement unique et vous aurez une livraison unique. Et au lieu de vous livrer les produits bruts ou extra bruts des différents producteurs que vous allez réserver, au lieu de vous les livrer, ils vont les sortir du champ commercial, ils vont les marquer, ces bouteilles, les marquer, les identifier, et ils vont les mettre en vieillissement prolongé pour les faire vieillir dans leur cave. Voilà, c'est vraiment... Et vous serez livré 2 ans et demi plus tard. Et l'idée, c'est de protéger le cidre d'une consommation trop précoce, les conserver dans les caves des producteurs pour montrer cette capacité d'évolution. Alors après, si vous voulez les garder 30 ans, faites-le. Mais c'est une manière d'amorcer un peu la pompe et d'amorcer cette nouvelle réflexion par rapport à la garde des cidres. Si on regarde un peu vers l'avenir,
quels sont les défis qui restent à relever pour la filière et les enjeux qui vont se jouer pour les années à venir? Alors, on n'a pas, et ça tout le monde l'ignore, nous n'avons pas de définition mondiale du cidre. Il y a une espèce de contour très flou. La seule définition existante, elle est française. Elle est un peu ancienne, elle date de 1953 et elle est assez cool. Elle est vraiment très laxiste même. En gros, elle dit qu'il faut des pommes. Voilà, c'est vraiment faiblement balisé. Et après cette définition de 1953, il y en a une de 1987, à la demande des industriels. On a dit, bon, de la pomme certes, mais on peut avoir jusqu'à 50% de concentré. Alors c'est pas génial qualitativement, c'est un moins 10 ans qualitatif, surtout qu'on peut ajouter de l'eau, mais l'ironie de tout ça, c'est que ces concentrés, qui restent de la pomme, qui sont des concentrés de pomme, l'ironie de tout ça, c'est que même ce dispositif, même si qualitativement, moi j'en suis pas amoureux, et je le dis en termes diplomatiques, eh bien, ça reste vertueux en regard de ce qui se passe dans le monde. Et dans le monde, nous sommes, nous, des tout petits poussés par rapport à ce qui se passe en Angleterre, en Pologne, en Afrique du Sud, en Argentine, aux États-Unis. Et là-bas, vous avez des grandes marques de brasseurs, des très grosses marques internationales de brasseurs, qui font des produits sur lesquels ils mettent le mot cidre, qui vont sortir à 8 degrés, et ils vont avoir recours à de l'eau, des levures, du sucre, et voilà, de la pomme. Et alors, quoi, 1%, 2%, 10%, 15%, on ne le sait pas, faute de définition. Et évidemment, beaucoup de gens, avec cette appétence nouvelle pour le cidre, vont s'engouffrer dans cette espèce de page blanche pour la peupler. Et au premier rang, on aura ces brasseurs, parce qu'en fait, le fait d'étiqueter cidre, ça vous donne une fiscalité qui est avantageuse. Donc ils sortent des ciders à 8 degrés, en étant moins taxés que si c'était des bières à 8 degrés. Ma démarche, c'est de dire aux producteurs, emparez-vous de cette question-là, dites qui vous êtes, dites ce que vous faites avant que d'autres ne le fassent à votre place. Donc on va profiter d'un salon qui s'appelle Extra Brut, que j'organise dans la Manche tous les ans au mois de mai, pour faire un laboratoire d'idées, et on va donc créer une charte du cidre méthode nature, et en définir les contours de manière à baliser tout ça. Parce qu'au Parlement européen, la France défend la position, la particularité, la spécificité de ce cidre à la française qui réclame qu'il n'y ait que de la pomme. Au niveau de l'Assemblée nationale, on a un groupe parlementaire cidre animé par des députés bretons, normands, de la Loire, etc. Et donc nous, troisième niveau, on va définir cette charte du cidre naturel. C'est vrai que ça peut redonner une vraie énergie collective. On parlait un petit peu de la définition mondiale du cidre. Concrètement, le cidre aujourd'hui, à part en Bretagne et en Normandie, on en fait ailleurs. Où est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on en trouve du cidre? Les Anglais sont des champions tout-terrain, une consommation 10 fois supérieure à la nôtre. La Pologne est le premier producteur européen de pommes, mais pour autant, tout n'est pas égal. Moi, j'en ai fait l'expérience avec une dégustation récente on va déguster sur France Inter, et je me suis attaché à recenser les jeunes installations. Donc, des producteurs et donc des productrices, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on a vraiment une féminisation de la profession qui est assez spectaculaire. Des gens qui se seraient installés en 2020, 2021, 2022. Donc, l'épicentre en France, oui, il continue d'être breton et normand, avec cette passation d'armes d'une année sur l'autre, à toi, à moi, à toi, à moi. Mais on a un périmètre géographique qui s'est déplacé. On a des sites maintenant en Meurthe-et-Moselle, on a des sites dans le Maine-et-Loire, on a des sites traditionnellement en Savoie, on a des sites dans le Pays d'Hôte, c'est-à-dire c'est la Champagne, en Picardie. Vous en avez, et là c'est beaucoup plus étonnant, j'ai découvert donc maintenant des cidres à Marseille, avec une cidrerie urbaine, des cidres dans les Pyrénées, à Montpellier, à Bordeaux, vous voyez, je vais prendre l'accent bientôt, à Perpignan même. Et donc, non seulement le périmètre géographique s'étend, mais lorsqu'on produit des pommes en Savoie ou lorsqu'on les produit dans les Pyrénées, on utilise des pommes locales. Ça veut dire que même l'imaginaire sensoriel du cidre se trouve déplacé avec ça. Donc vous voyez, quand je parle de valeur d'étonnement, si on ajoute ce déplacement, cet élargissement du panorama géographique et ce registre organoleptique qui est en train de se déployer à cause de ces bassins nouveaux de production qui émergent et qu'on peut coupler d'ailleurs avec la créativité dont on parlait tout à l'heure, voilà la valeur d'étonnement, voilà le corps qu'elle prend au final. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui s'installe dans nos verres. Oui, c'est vraiment intéressant cette notion de valeur d'étonnement. Alors, il y a un petit paradoxe quand même, c'est qu'effectivement, on constate de plus en plus d'initiatives d'étonnement, et en même temps, et tu le rappelais un peu en introduction, aujourd'hui, le cidre, c'est quand même quelque chose qui est caractérisé par son prix assez bas.
comparativement au vin, assez bas par rapport aux nouvelles bières, hein, à toutes ces bières craft qui ont quand même tendance à bien se valoriser. Alors est-ce qu'il n'y a pas un vrai enjeu aujourd'hui autour de ce qu'on va appeler, nous on aime bien ce terme, la premiumisation, et comment est-ce qu'on peut changer l'image, hein, comment est-ce qu'on peut faire évoluer cette image du cidre pour, peut-être à l'instar du rosé ou à d'autres boissons comme ça, là, aller sur un chemin de premiumisation. C'est quoi ta vision sur le sujet? Alors, l'exemple du rosé est formidable. Je vais expliquer pourquoi, mais je pense que d'abord, la valeur d'étonnement qu'incarne le cidre aujourd'hui, c'est déjà une dimension premium. C'est déjà une manière de situer le cidre dans d'autres étages tarifaires. Alors, tout n'est pas égal. On a quand même une industrie qui continue à dominer les débats avec un acteur même qui, pendant longtemps, a représenté 80% des volumes produits, qui étaient, des produits d'extraction industrielle, donc qui n'incarnaient pas forcément les crêtes qualitatives. Mais c'est comme le marché du parapluie ou de la voiture. On a une pyramide avec des artistes en haut et puis du volume en production en bas. Il faut tous les étages. Hein. Il faut tous les étages. Et s'agissant de cette question premium, le haussement de l'image sociale du cidre, la réussite nouvelle du cidre, elle est incarnée, si on prend l'exemple du vin, par 3 axes. Il y a d'abord celui du rosé. Le rosé, son talent, c'est d'avoir su se désaisonnaliser, première chose. C'est d'avoir su aussi recruter des nouveaux consommateurs. On peut aller maintenant dans une pizzeria, voir 2 commerciaux avec cravate et chaussures pointues, et qui m'excusent, se prendre une bouteille de rosé. On dit, bon allez, hop, c'est facile, c'est accepté. Peut-être qu'ils nourrissent l'idée que c'est un peu moins alcoolisé que le reste. Mais en tout cas, on désaisonnalise et on a des nouveaux consommateurs. Ça s'est entendu maintenant dans l'univers du rosé. Et tout ça n'a été possible que pour une raison qui est non négociable, c'est qu'en amont, ils ont travaillé la qualité. Et on a maintenant dans les chambres d'agriculture, depuis une quinzaine d'années, des œnologues qui s'occupent du cidre. Donc voilà, on a quitté les rives de l'empirisme. Maintenant, on fait des produits qui sont de garde, qui sont maîtrisés. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième truc qu'on peut emprunter à l'univers du vin, c'est les vins d'Auvergne. Les vins d'Auvergne qui sont devenus un peu hype à Paris, même à New York avec des vins d'Auvergne à $40, etc. C'est la dynamique des producteurs indépendants qui sont allés porter la bonne parole et qui sont allés pousser les portes des cavistes et des cavistes et des cavistes et des restaurants, etc. Et cette dynamique-là, ils ont ensemencé. C'est strictement la même chose qui s'est passée, une somme d'histoires individuelles où les gens, ne nourrissant plus de complexes, sont allés se raconter, sont allés montrer leur travail aux prescripteurs que sont la planète CHR, hein, les restaurateurs, les cavistes, etc. etc. Et ça, le troisième, mais c'est l'atout du vin naturel, c'est le vent sauvage du vin naturel avec cette quête de produits naturels sur lequel le cidre a vraiment quelque chose à faire valoir. Donc voilà, le rosé, les vins d'Auvergne et les vins naturels, ça dit la dynamique et puis ça emprunte à l'authenticité des vins naturels et en même temps à la créativité de la bière. Donc vous voyez, on dessine un pourtour assez riche de ce point de vue-là. Ouais, d'accord. Et cette premiumisation, elle peut justement, on va dire, initier un cercle vertueux. Hein. C'est ce qu'on se disait. Il peut y avoir un cercle vertueux à partir de la premiumisation avec plus d'attrait pour les installations. Absolument. Alors ça passe aussi par d'autres choses. Hein. J'ai tué un peu rapidement les nouvelles centilisations, par exemple les 33 centilitres. Donc il y a des nouveaux rituels, c'est comme ça qu'on a vu le cidre s'installer en terrasse parisienne. Au contraire, les magnums, pour une garde plus longue, et puis en termes d'objet social, on a quand même un produit qui à la base a la valeur sociale de l'eau, donc autant dire rien, simplement parce qu'il y avait l'usage de l'eau, hein, c'était la boisson du quotidien. On vient de cette question-là, et puis si on fait la somme de tout ça, on les voit effectivement monter en gamme. De premium, donc on a une meilleure valorisation du travail. Si on a une meilleure valorisation du travail, les exploitations deviennent rentables. Si elles sont rentables, elles deviennent transmissibles. Et si elles sont transmissibles, c'est une manière d'installer des jeunes et donc par ricochet de pérenniser la filière. Rappelons simplement que le cidre à 2 € ne protège pas le pommier de l'arrachage. Donc la question de la valorisation, c'est une question centrale. D'accord, très bien. Mais on voit qu'il y a de beaux chantiers en perspective, entre autres au niveau de la définition et puis de toute l'énergie collective de la filière. Alors, plus concrètement pour toi, Dominique, quelles sont tes prochaines grandes échéances ? Sur le papier, j'ai une vingtaine d'années d'avance, mais cette dynamique m'oblige à ne pas m'endormir. Donc, c'est au quotidien continuer à être en veille pour débusquer
les jeunes producteurs, les épauler, continuer à penser des projets pour la filière cidre, typiquement le vieillissement prolongé c'en est un. C'est emmener les producteurs aussi sur des marchés différents. On a labouré les rues de Paris pendant 4 ans, on est allé porter la bonne parole à Bruxelles. Aujourd'hui, je vais emmener les producteurs de cidre Cotentin à Amsterdam et ils me réclament déjà New York pour les échéances à venir. Un livre, un gros livre à finir, il faudra que l'encre finisse par sécher un jour quand même. Ce salon cidre extra brut mené avec la charte des cidres naturels, c'est un long projet. Et voilà, et assembler tout ça, c'est quelque chose qui se joue au quotidien pour finir d'accompagner un site qui n'en finit pas plutôt d'être un paradoxe en soi. C'est vraiment ça, c'est nouveau et intemporel, c'est autant le paradoxe du cidre que le pari qu'il a gagné finalement. Merci beaucoup Dominique pour tous ces éclairages et effectivement quand on met tout ça bout à bout, ça explique vraiment bien la dynamique de ce produit qui se retrouve dans les préférences des consommateurs. On va continuer nous de notre côté d'observer ça d'année en année, puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement. À bientôt Dominique, merci beaucoup. À bientôt, à la vôtre. Si le cidre gagne en popularité dans le cœur des Français, c'est bien parce qu'il a tout pour plaire. Pétillant, populaire, avec un important lien à la nature, il a aussi ce petit côté désuet d'un retour à la boisson de nos grands-parents. Aux acteurs du cidre maintenant de cadrer légalement leurs pratiques afin que la folie de cette boisson emmène dans son sillage des productions de plus en plus qualitatives et artisanales. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite.